Les intellectuels adorent ironiser sur la notion de main invisible. Selon eux, cette idée farfelue est la preuve que les libéraux témoignent, par rapport au fonctionnement de l'économie, d'une naïveté qui confine à la stupidité. Selon eux, Adam Smith affirme que le marché fonctionnerait très bien tout seul, de manière providentielle. Une main magique, sortie d'on ne sait où, transformerait miraculeusement les pires instincts du profit, les pires comportements malhonnêtes, en intérêt général grâce à une mystérieuse harmonisation des intérêts. Un peu comme si nous vivions dans le meilleur des mondes libéraux possibles. Ces intellectuels font aussi de la main invisible le symbole du dogmatisme religieux et désincarné des libéraux. Refusant de regarder la réalité, les libéraux seraient des adorateurs des prétendues lois économiques que Smith tirerait de sa foi irrationnelle dans les vertus du marché. Ce n'est même plus de la religion, disent-ils, c'est de la sorcellerie ou de l'économie vaudou. Qu'en pensez ? Quand on se penche un peu plus sérieusement sur son œuvre, on constate que Smith n'a jamais soutenu qu'il existerait une harmonie naturelle des intérêts, indépendante des normes et des institutions apparues progressivement dans l'histoire. Que dit-il juste ? Il précise que la société, dans son ensemble, tire tout profit à ce que chacun de ses membres utilise judicieusement son capital, car la prospérité d'une société résulte de la prospérité de chacun des individus qui le composent. Il n'y a rien de déraisonnable, de naïf ou de ridicule dans une telle théorie. Elle n'a pas non plus, on le voit, l'aparté qu'on lui donne. Ce qu'il dit également, c'est que chaque individu dans sa position particulière est mieux placé que l'État pour savoir où il est plus judicieux d'investir son argent. En effet, il précise que si l'État, par exemple, accordait le monopole à l'industrie nationale, son action serait soit inutile, soit nocive. En effet, de deux choses l'une. Soit le produit national est meilleur marché que le produit étranger, et alors il est inutile à l'État de promouvoir. Pourquoi ? Car les individus vont d'office le préférer au produit étranger. Soit le produit étranger est meilleur marché que le produit national. Alors l'action du gouvernant est nocive, car elle oblige l'individu à acheter plus cher un produit qu'il aurait mieux fait d'importer. De la même façon, vous n'allez pas perdre votre énergie et votre temps à faire une chose que quelqu'un d'autre fera mieux que vous et pour moins cher. Tout chef de famille prudent ne va jamais faire chez lui la chose qui lui coûtera moins à acheter qu'à faire et préférera employer son industrie tout entière dans le travail où il excelle. Aujourd'hui, l'Union européenne interdit heureusement aux États d'accorder un monopole aux industries nationales. Malheureusement, nous avons encore beaucoup de barrières tarifaires et nous voyons constamment des politiciens tenter d'introduire des labels en tout genre pour inciter les gens à consommer national. Voici un passage qu'on dirait écrit tout spécialement pour Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie qui appelait à acheter français. Si le gouvernement devait se soucier de cela, il s'embarrasserait d'une tâche bien inutile, mais il s'arrogerait en outre une autorité qui s'avérerait très dangereuse dans les mains d'une personne qui serait assez sotte et présomptueuse pour se croire capable de l'exercer. La dernière occurrence de la main invisible se trouve dans la théorie des sentiments moraux. Smith affirme que, dans la seule satisfaction de leurs vains et insatiables désirs, les classes aisées emploient des milliers de bras pour cultiver la terre. Vu que la consommation d'une personne riche n'est pas, d'un point de vue strictement quantitatif, fort différent de celle d'une personne pauvre, ils ont tous les deux un seul estomac, dit Smith, les travaux entrepris par les propriétaires fortunés vont améliorer les cultures et, sans le vouloir, sans le savoir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la multiplication de l'espèce. À nouveau, rien de déraisonnable, de naïf ou de ridicule dans une telle théorie. D'où vient fondamentalement le malentendu ? Il vient du fait que beaucoup d'intellectuels croient qu'Adam Smith considère que l'économie pourrait fonctionner sans aucune règle. Or, Adam Smith n'a jamais dit cela, bien au contraire. L'activité économique exige en réalité toute une série de normes et d'institutions pour faire respecter ces dernières. Adam Smith est un penseur de la tradition écossaise de l'ordre spontané, qui comprend des auteurs tels que Locke, Hume, Mandeville, Ferguson et Burke. Les auteurs concernés ont toujours mis l'accent sur la nécessité d'institutions bien construites, par l'expérience séculaire de l'homme. En clair, l'harmonie des intérêts n'est pas naturelle, elle est le fruit d'une évolution séculaire d'un certain nombre de pratiques adoptées par les membres d'une communauté. Les libéraux sont profondément attachés à l'expérience réelle. Ce que ces auteurs rejettent, ce sont les interventions d'experts ou bureaucrates qui décident arbitrairement quelles sont les normes qui devraient, selon eux, régir le fonctionnement de l'économie. En résumé, ce n'est pas aux énarques qu'il appartient de faire le droit. En réalité, les normes doivent au préalable avoir été validées par la pratique, elles doivent correspondre à des recettes qui fonctionnent. Des recettes qui, au départ, ont été spontanément adoptées par les praticiens en raison de leur efficacité et qui se sont ensuite généralisées avant d'être consacrées juridiquement au Parlement. C'est un processus anonyme et multiséculaire qui ne s'interrompt jamais. Il correspond à cette belle phrase de Tennyson :
là où la liberté s'élargit progressivement de précédent en précédent.